Here we are. Bienvenue. Donc, on parle des principes, on parle des 10 principes qu'on avait entamés dans la leçon dernière. Eh bien, on va faire 2 principes par vidéo, ça sera beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Et là, on attaque le premier principe qui est Take an Economic View, et ça donne ça. On s'est arrêté là. Take an Economic View, on est là. Donc, toutes les décisions, d'abord et avant tout, sont basées sur qu'est-ce que ça implique d'un point de vue économique. J'avais dit, c'est 4 piliers pour se poser la question. Si je fais, si je fais, ça c'est le 1, ça me fait gagner quoi ou ça m'évite de perdre quoi. Si je ne fais pas, ça me fait gagner quoi ou ça m'évite de perdre quoi. Ça fait 4. Regardez là, boum. La première des choses, Economic View. Dans Economic View, allez, on va réduire ça. Ok. On voit bien l'ancien système, le waterfall, là, le système en cascade ou système en V, là, ouais, cycle en V. Voici des choses qu'on faisait. C'est-à-dire, on faisait l'exigence, blablabla, et jusqu'à la fin, on valide, on livre un truc, généralement qui marche pas. L'agilité ou la fameuse construction incrémentale dit, faut livrer plus tôt et plus régulièrement, plus souvent. Pourquoi? Mieux vaut livrer un petit truc, vite. Tu sauras si ça donne pas, si tu dois arrêter, si tu dois continuer, qu'est-ce que tu as reçu comme feedback. C'est ce qu'on peut voir plus bas ici. Donc, il y a des petits cartons, jusqu'à livrer quelque chose qui est beaucoup plus gros, mais qui est plutôt éprouvé. Ensuite, il faut faire de façon incrémentale. Donc là, il livre plus souvent. C'est quelque chose d'itératif. Ensuite, l'incrémentalité va arriver dans le fait où, en fait, comme on refait la même chose, on va rajouter des fragments. L'itération, c'est on refait la même chose sur la même durée, à peu près de la même façon, mais ça ne justifie pas le contenu qu'on fait. Donc l'incrémentalité, c'est ce qu'on fait vient rajouter un peu plus à ce qui existe déjà. Ça, ça c'est l'incrémentalité. Et on peut voir ici que euh, avec l'incrémentalité, on a des feedbacks rapides. Tout ce qui est vert ici, en fait, c'est des feedbacks qui nous reviennent et donc on apprend et puis on change. Dans Waterfall, c'est l'inverse. Hein. On fait tout, et à la fin, on arrive avec un gros paquet et on espère que ça va délivrer un certain niveau de valeur, mais ça arrive loin. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de ressources, et puis on joue un peu à la loterie, quoi. Bon, ça a bien marché pendant longtemps, mais aujourd'hui on fait différemment et ça donne mieux. Et maintenant, voici autre chose que cela implique. Toujours dans Economic View, on voit bien que, en fait, chaque fonctionnalité, chaque service, chaque bien que tu vas livrer, dès le premier moment, le premier jour où tu en as eu l'idée et qu'on a validé l'hypothèse que c'est quelque chose qui est potentiellement, hein, qui est potentiellement jouable, il faut comprendre que c'est à ce moment-là, c'est le pic de la valeur de cette feature, ce service, cette fonctionnalité sur le marché. Si tu arrives jusqu'au bout, là, comme on peut voir ici, le fameux waterfall cumulative, là, oui, tu vas livrer un gros truc, mais regarde la courbe. La première courbe qui est en train de chuter, market value of future, c'est qu'ils viennent se rencontrer à un moment où la valeur sur le marché a beaucoup diminué. J'aime beaucoup cette citation du fondateur de LinkedIn. Il dit, si tu sors ton produit et que la première version de ton produit, si tu la sors et que tu n'en as pas honte, que tu ne te sens pas un peu gêné, c'est que tu l'as sorti trop tard. D'où le fait que au moment où le produit est à son pic, enfin la valeur est à son pic, on sort déjà quelque chose. On va pas avoir toute la valeur, on va pas gagner tout l'argent qui va avec, toute la gloire. Non, c'est vrai, mais on a sorti quelque chose. Ensuite, on va sortir le même truc qu'on va améliorer, jusqu'à ce qu'à un moment, on va tomber sur vraiment notre optimum. C'est le moment où on délivre suffisamment de valeur qui nous donne à peu près tout. On délivre quelque chose qui a beaucoup de valeur pour l'utilisateur, qui fait qu'on arrive à en tirer le plus d'argent ou le plus d'avantages selon nos mesures. Si vous voulez avoir des emails, si vous voulez avoir de l'audience, si vous voulez avoir du temps de suivi ou du temps d'écran, il y a un moment où vous allez sortir suffisamment de fonctionnalités qui vont faire que vous êtes de façon optimale. Et après ça, la valeur ne fait que chuter, même si vous augmentez les fonctionnalités, mais vous êtes toujours rentable. Donc, regardez cet exercice qui est très intéressant. En fait, il y a cet exercice qui va parler de deux façons de travailler. Soit on travaille en série, soit on travaille en parallèle. Vous avez trois fonctionnalités à délivrer. La fonctionnalité A, la B, la C. Et voici des modèles de façon de travailler. Ici, avant de lire le texte, vous allez voir, soit on dit, ah tiens, on se concentre et on livre toute la fonctionnalité A, puis on fait toute la fonctionnalité B, puis C. C'est le mode de développement en série. Des trois schémas, on te pose la question, qu'est-ce qui te semble le plus réaliste?
Enfin, les deux en particulier qui sont là. Le premier, il n'est pas possible, hein, c'est juste pas jouable. On peut pas arriver là, bonjour, bonjour, premier jour, et au premier jour, on a déjà tout fonctionné. Non, c'est pour ça que le premier, le Serial Option A, ça marche pas. Le Serial Option B, sur le Serial Option B, lui, il est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'on a quand même passé la première itération où on n'avait rien. Ensuite, on a livré quelque chose. Et ce quelque chose-là, bah, faut croire qu'il était complet. Maintenant, on regarde le travail en parallèle, où par exemple, on se dit, on est sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu dis soit je me focalise sur le fameux front, le mur de la personne, le profil là, où il peut publier, liker, partager une vidéo, éventuellement commenter. Ou je me dis, non, on va travailler séparément. On va lui permettre de publier, on va lui permettre de liker, mais en même temps, on va permettre de créer la messagerie pour que les gens puissent rentrer en contact avec lui. C'est deux options qui ont de la valeur. Cependant, il y a une perte de temps. La perte de temps, c'est quoi? Regardez, j'ai passé cette note-là. Faut pas oublier on n'oublie pas qu'on a une équipe. Donc, on doit se focaliser sur le cash flow. Le truc qu'on doit faire qui va nous rapporter l'argent plutôt vite, ou du moins qui va nous éviter de perdre de l'argent. Troisième chose, c'est chaque feature, quand tu la sors, faut pas oublier qu'elle rapporte déjà de l'argent pour supporter éventuellement soit les pertes, soit le coût des prochains développements. Quatrième élément, euh, il faut la développer vite. Ça va donner un sentiment de confiance. Quand l'équipe sort quelque chose qui marche, quelque chose, on mesure les KPI, on se dit, ah, on a fait un truc qui est terminé. C'est pas forcément top, mais on a mis en marche, on a mis en service, on a mis en prod, et ça tourne. Et comme ça, on dit, ah bah tiens, il y a ça qui marche pas, on va corriger. Et vous voyez, à la fin, il y a un truc que je dis, enfin, regardez bien. La façon de travailler en parallèle, c'est que l'équipe va perdre à peu près 20% entre le switching de tâches. Dis-moi, on commence le matin, on se dit, ah, le matin, on va faire toutes les fonctionnalités qui sont, tout le travail qui est lié à la publication sur le mur, sur la première page de ton LinkedIn. Et le soir, on va travailler sur les sujets du type messagerie interne. Ok. Mais en fait, le fait de switcher les tâches, on perd de la ressource. Parce que le temps qu'on se déconnecte de la tâche qu'on faisait, qu'on se reconnecte à la nouvelle tâche et ce qu'on a pu faire hier, c'est ça c'est du wasting. On perd de la ressource, on perd du temps dans ça. Ce qui va faire que, eh bien, le développement en parallèle, en fait, il va coûter beaucoup plus cher, au moins de 20%, sinon plus, et on ne va pas voir des résultats signifiants très rapidement. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités sont envoyées, non pas enfin, on va pas envoyer des fonctionnalités, on va envoyer des bribes de fonctionnalités, 3 bribes. Il n'y a vraiment rien qui marche, on peut dire 100%. On est là, on va se battre entre les 33-33, on va espérer que au prochain sprint, on va faire 33-33, et au troisième sprint, peut-être que là, tout sera bon pour les trois et on va commencer à gagner de l'argent ou on va commencer à mettre en prod. Donc, c'est pas le meilleur modèle et de tous ces modèles-là, on peut voir que c'est le modèle Serial Option B qui est le meilleur modèle. Et si on ne pense pas à qu'est-ce que ça nous coûte, on va pas bien ordonnancer. Donc, le fond de ça, c'est le principe 1, c'est il y a combien d'argent qui rentre ou combien d'argent on perd ou on évite de perdre et surtout, euh, qu'est-ce qu'on va faire qui va nous aider à dépenser moins ou à gagner plus rapidement. Voici les fameux paramètres. Quand j'ai parlé des décisions, voici les paramètres qu'on ne peut pas ignorer. La première, ou le premier, c'est le fameux, faut séquencer l'ensemble des jobs, des tasks, des tâches à faire qui rapportent le plus et le plus vite. Il faut faire ce qui rapporte bien vite. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Deuxième chose, faut pas considérer, dire, ah tiens, j'ai déjà perdu de l'argent en investissant sur ça, laisse-moi finir ça, parce que non, c'est pas une décision qu'on doit prendre avec le cœur, c'est pas une décision qu'on doit prendre avec le sentiment, c'est une décision logique. C'est pas parce que tu as investi de l'argent dans un truc que ce truc est particulièrement bon, en disant, je veux pas perdre ça. Non, c'est déjà sorti, c'est déjà sorti. Ça fait partie de ces choses impondérables, il y a un ensemble de frais qu'on ne va jamais récupérer. Tout ça, c'est dans le game, c'est dans les risques. Il faut toujours prendre des choix basés sur d'abord l'économie, hein, les finances. Ensuite, il faut décentraliser la prise de décision. Et s'il y a une chose qu'il faut quantifier au-delà de toute autre chose, c'est le coût du retard. Si on ne sort pas ce truc, qu'est-ce que on perd? Ou si on laisse traîner ce truc dans les tuyaux, ça nous coûte quoi? C'est ça. C'est pour ça qu'on se dépêche de sortir les fonctionnalités. Donc le fameux lead time, c'est le temps qu'on va mettre à sortir. Vraiment, on peut pas. On met combien de temps? On a 3 fonctionnalités. Il y a qu'est-ce qui met le moins de temps à sortir et qui rapporte
et qui rapporte combien? On va faire un rapport sur ça. C'est-à-dire, pour un mois, il rapporte, je sais pas, 10 000 euros, alors que l'autre, il sort en 2 semaines, cependant, il rapporte 3 000. On va faire un ratio de ça et puis on va voir qu'est-ce qui pèse le plus. Le coût du produit. Bah, c'est pas, hein, pas à négocier, hein, le seul coût du produit. Ça coûte combien? On va prendre ça en compte. On va prendre en compte combien ça coûte de développer, hein, et on va prendre en compte ça rapporte quoi comme valeur. On va faire un mashup de ça et on va en sortir quelque chose. N'oublions pas, c'est pas parce qu'on a fait tout ça qu'il n'y a pas de risque que le produit sorte et que le produit a un problème, ou qu'il n'y ait pas de risque de sécurité, il n'y a pas de risque euh, de décision politique. Il y a toujours des risques. Donc, voici les parties, les paramètres économiques qui sous-tendent la prise de décision dans Safe. Aujourd'hui, beaucoup de développeurs ou beaucoup de gens qui sont dans les équipes Safe vont se dire ça nous touche peu. Non. Safe te dit je ne connais pas ton organisation. Safe te dit je ne connais pas ta réalité. Cependant, je sais une chose. Il y a des lois implacables, on ne peut pas les contourner. C'est ce que lui il a transformé en principe. Il dit peu importe la réalité que tu as dans ton organisation, si tu suis ces principes et que tu les adaptes à ce que tu fais, normalement tu devrais prospérer dans l'organisation, mais aussi dans produire et devenir riche. Point. C'est ce que Safe te garantit. Ça, c'est bon pour le principe 1. Il faut prendre en compte ces fameux 4 paramètres là, sans oublier les risques. Il faut délivrer vite, dans le sens de délivrer le truc qui va commencer à rapporter déjà de l'argent et qui sera complet, et on aura des feedbacks et on pourra avancer sur les autres. Ça booste la confiance. euh, c'est ce qui est optimal pour l'instant dans l'ordonnancement, et c'est ce qui va faire qu'on aura des gens qui travaillent, qui sont contents et qui savent qu'ils ont quelque chose qui tourne et quelque chose qui leur apporte des feedbacks, des KPI derrière. Take an economic view. Second principe, apply system thinking. J'ai dit le system thinking, c'est pas parce que tu as mis ton argent dans un truc que cela signifie que ah bah tiens, le truc est bon, j'ai investi, on a déjà planifié tout, ça va aller. Non. Si tu investis dans un truc de merde, tu vas avoir soit de la merde ou tu n'auras rien du tout. Mieux vaut avoir rien que d'avoir un truc de merde. Tiens. Donc, il faut investir dans un truc qui circule. Il faut que la tuyauterie soit propre et soit bien faite. Voici ce que ça nous dit. Euh, J'aime bien Edouard Deming, enfin, j'en ai déjà parlé. On dit le système qui permet de produire votre logiciel, votre service, votre produit. Il ne faut pas oublier que lui-même est un système. Et il faut le gérer comme un système. Il ne va pas se gérer lui-même. Donc, pourquoi on ne dit pas, non, tiens, les équipes de dev, elles sont bien, on a déjà investi de l'argent dans toute l'architecture, dans les compétences, dans toutes les hypothèses, les business cases. Ils vont se débrouiller. Non, l'organisation elle-même qui s'occupe de cette sous-organisation est une organisation, est un système. Et donc, on ne va pas le laisser se gérer seul parce qu'il ne peut pas. Euh, voilà, faut appliquer le system thinking. Dans system thinking, tu penses en termes de système. C'est-à-dire que ton système le plus... Voilà, tout est simple. Les points sont là. La solution, euh, the solution and the enterprise are both affected by following. Les suivants là, c'est-à-dire que optimiser un seul composant ne va pas optimiser ton système. Faut pas rêver, non. On optimise à peu près tout sur la chaîne. Ça va améliorer la productivité et le résultat. On dit, pour qu'un système se comporte bien en tant que système, il faut un haut niveau de compréhension et de son comportement euh, et une architecture qui est requise. C'est-à-dire que le système est compris, il est processé. On sait qu'est-ce qui rentre où, passe par où et sort par où. Le système est un système maîtrisé. C'est ce que ça veut dire. The value of a system passes through its interconnection. Voilà. Et là où ça devient intéressant. Tu peux avoir les meilleurs composants dans un système, avec un système qui lui-même se veut robuste. Mais quand les voies de communication sont mauvaises, ou les voies interopérabilité sont mauvaises, tu n'auras rien. C'est-à-dire que tu as le premier à l'étape, la première direction, elle est capable d'accueillir, je sais pas, 100 000 leads, 100 000 visites ou 100 000 demandes de devis par mois. Mais la direction qui fabrique les devis, là, qui donne des devis, elle n'est pas capable de traiter 20 devis. Ou la façon dont on fait affluer le nombre de demandes de devis, même si la direction elle est capable de livrer les 100 000 devis, mais on fait passer ça via un process au milieu. Ce process-là, il ne peut traiter que 20 000. Qu'est-ce qui va se passer? On a un goulot d'étranglement. Donc, il faut travailler sur les composants dans le système, les voies de connexion, hein, pour éviter les goulots d'étranglement, et un système
peut évoluer, ou du moins ne peut pas évoluer plus que son point, son composant le plus lent. Comme on dit la solidité d'une chaîne se mesure par la solidité de son maillon le plus faible. Ça, c'est system thinking. C'est vraiment important, je passe du temps sur les principes. Euh, next one, voilà ce que disait Taishi Ono. C'est-à-dire, c'est un peu cela les fameux ancêtres du Lean dans les usines de Toyota au Japon. En fait, il faut optimiser full value stream. Je ne vais pas en bavarder longtemps, mais je vais vous montrer juste tout ce qu'il dit là. On voit aussi un exemple clair qui en parle plus. Ici, il y a une tâche, vraiment un truc qui paraît pas trop compliqué. Tu arrives, tu fais une requête. Pour savoir, écoutez les cocos, moi je veux juste ça. Par exemple, je veux un devis pour faire ça. Et ensuite, on te répond au devis et tu passes la commande, je veux ça. L'approbation de la commande, ça met 1 heure. L'assistante technique qui va t'appeler pour faire le job, pour préparer, je sais pas, les rendez-vous, pour que, disons, l'expert vienne chez toi, que ce soit un plombier, un menuisier ou je ne sais quoi. Ok. Ensuite, on va tester ce qu'il faut fournir, le travail, que ce soit du code, que ce soit du bois, le matériel installé. Et on va vérifier est-ce que tout ce qui a été installé marche bien. Et puis après, on va dire, écoutez les gars, on a fini, on a livré, on se serre la main et on paye l'argent. Et puis on avance. C'est pas des tâches qui sont très compliquées, il y en a si. Le problème, regardez bien, entre le moment où l'utilisateur va faire une demande et le moment où cette demande sera appliquée, ou du moins elle sera acceptée, approuvée, il y a 1 semaine qui passe. 1 semaine. Parce que le process entre les deux est lent. C'est pareil pour à peu près chacun des composants qui sont là. On a des délais de 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, et on se retrouve avec un delivery de 7 semaines pour un travail qui requiert 6 heures. C'est là où tu commences à voir ce que c'est qu'un système bon et un système faible. On a pu voir un exemple qui est assez simple. Pendant longtemps, tu voulais demander un crédit, dans la plupart des banques, que ce soit un crédit à la conso, ça mettait 1 semaine, 2 semaines, souvent même plus. Et il y a des banques online qui sont venues en disant, les cocos, nous on a un robot qui est là, où on a un système qui permet d'évaluer votre dossier, qui permet d'évaluer ça, et on vous répond dans les 24 heures. Quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, d'accord, ils ont quand même réduit le temps de delivery ils ont divisé ça par 7, souvent même par 14. Comment tu peux concurrencer et tu peux rivaliser pendant longtemps? Ils vont t'écraser. Tu ouvres un compte, tu vas je ne vais pas citer de nom, mais tu vas dans une banque traditionnelle. D'abord, tu appelles, tu prends rendez-vous. Ok. Après, quand tu prends rendez-vous, tu dois fournir des documents. Ah, tiens, il y a un truc qui manque. Tu dois rentrer chez toi, ramener le truc. Ok. Il y a des banques qui sont venues dire, tu ouvres un compte, allez, tu appuies le bouton, tu mets ton adresse email, tu mets ton numéro, tu mets ça. Ok, nous, on te donne les boutons à charger. Tu charges tout ça en PDF ou en photo. Allez, hop. Dans 2 heures, 3 heures, on te dit, monsieur, le compte est prêt à approuver. Il nous manque ceci, il nous manque cela. On vous appelle au téléphone demain ou on vous appelle dans 5 heures. Point. Dans la journée, ton compte est ouvert, ton compte est fonctionnel. Ils ont déjà envoyé ta carte bancaire que tu reçois chez toi. Ils ont diminué les délais, les retards entre les points. Ça, c'est l'optimisation du système. Parce que quand tu acceptes de prendre des décisions importantes basées sur des aspects économiques, des paramètres économiques, ensuite, il faut t'assurer que la décision et l'argent investi, la tuyauterie et le système est prêt à le supporter. Ça, c'était les 2 premiers principes qu'il faut. C'est des principes non négociables. On ne peut pas dire que vous fassiez safe, que vous essayez de mettre safe ou non dans votre organisation. Cette partie-là, elle est non négociable. Il y a des organisations qui font pas safe, qui font enfin, safe, qui ne font pas d'agilité à l'échelle. Il y a des organisations qui fonctionnent d'une façon quasi traditionnelle on a déjà l'habitude, on a eu l'habitude de voir. Et ces organisations appliquent ces principes-là déjà. Elles réfléchissent d'un point de vue économique avant de décider. Ensuite, le système est très bien huilé. Le système est très bien huilé. Et elles avancent comme ça. Et là, on se dit, non, mais attendez, telle organisation fait beaucoup de profits, elle est très solide, elle a plusieurs milliers de salariés, mais pourtant elle fait pas safe, elle fait pas d'agilité à l'échelle. Oui, mais il y a des principes naturels qu'elle applique qui fait qu'elle est performante. Safe a simplement pris les principes naturels, les lois naturelles de l'univers, il les a mises dans, dans un framework en disant, si vous appliquez ça, normalement, vous allez recevoir amour, gloire et beauté. Non, c'est une petite blague. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est les 2 points de principe. On va faire une pause et next vidéo sur les 2 autres principes. Je vous tease un peu. C'est le système fonctionne parfaitement bien. Ok. Ça ne veut pas dire que le produit qu'on a fait doit rester figé dans le temps. Donc, on va présumer que quelque chose va changer et on va se donner la possibilité d'avoir des options, de pouvoir changer quelque chose, de pouvoir remanier. Et ensuite, on va commencer à construire de façon incrémentale avec des cycles d'apprentissage courts et rapides.
Donc, see you, next vidéo. Mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, j'ai oublié de dire ça au début. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, let's go. See you, next vidéo.